Quand on parle d'omnicanal, pour moi, on parle de commerce. C'est juste l'évolution naturelle du commerce qui doit aujourd'hui laisser la liberté aux consommateurs de savoir où et comment faire leur achat. Donc, une fois qu'on a dit ça, la seule donnée qui va être figée dans la version du commerce qui doit exister, c'est qu'un client, on doit le reconnaître partout. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast incontournable de la communauté du retail et du e-commerce. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le rendez-vous majeur du commerce omnicanal, dont la prochaine édition se déroulera du 17 au 19 septembre 2024 à Paris, porte de Versailles. Véritable temps fort, ces podcasts sont l'occasion de découvrir les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data et IA, supply chain, expérience client, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal, mais aussi agencement et équipement des magasins. Afin de vous donner un avant-goût de leur prise de parole lors du salon, ces derniers nous feront entrer dans les coulisses de leur entreprise. Nous partagerons leur mission, leur stratégie, mais aussi leur regard sur les tendances et vous donnerons de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lisa Nakam, DG associée de Jonac, créateur de chaussures pour femmes depuis 1964, comprenant aujourd'hui plus de 100 magasins et corners, 250 employés. Jonac, c'est aussi plus de 600 000 paires de chaussures produites par an et plus de 800 000 followers sur les réseaux sociaux. Lors de nos échanges, Lisa nous parlera de son parcours, de ses missions en tant que directrice générale associée, mais aussi et surtout de sa stratégie omnicanal thématique qu'elle incarne en tant que mentor pour l'édition 2024 du salon. Lisa nous parlera également de sa vision du marché, mais aussi de ses sources d'inspiration. Bonjour Lisa, ravie de vous retrouver pour la nouvelle saison des Voix du e-commerce. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Une toute première question qui va nous permettre de faire connaissance, mais aussi de vous replonger entre guillemets dans votre enfance. Lisa, vous baignez dans la chaussure depuis votre enfance, car Jonac, c'est une marque familiale qui a été créée par votre grand-père en 1964. Alors avant de rejoindre l'entreprise, vous avez décidé de faire vos marques dans l'univers de la distribution. Oui, c'est exact. Donc, j'ai d'abord fait mes études dans la distribution, puisque j'étais à Dauphine et j'ai fait un master spécialisé en distribution. J'ai eu la chance d'avoir un papa passionné de chaussures, mais aussi passionné du business, et qui nous a donné envie de découvrir un petit peu tous les modèles qui pouvaient exister dans la distribution. Et je suis assez tôt partie habiter à l'étranger. J'ai habité à New York et à Londres, qui étaient des pays, enfin, en tout cas des zones dans lesquelles il y avait beaucoup d'avance par rapport à la France sur justement les modèles de distribution. Chez Interparfums, j'ai pu découvrir ce qu'était le wholesale dans un domaine extrêmement riche qui est la beauté. Donc, j'ai tout de suite été mise dans le bain d'une diversité culturelle assez enrichissante et ça m'a montré vraiment tout ce qui pouvait être fait en termes de modèles de distribution sur les négoces à l'époque. Et donc, toutes ces informations, je les ai un petit peu gardées, puis je les ai réutilisées ensuite au sein de Jonac. Et puis, un petit peu la même chose à Londres. Donc là, je travaillais dans le groupe Beaumanoir. Là, c'est un vrai modèle de distribution extrêmement pérenne. On est sur un grand groupe qui a énormément de points de vente, qui vend des produits avec un panier moyen plutôt bas. C'est extrêmement intéressant aussi de voir que quand on peut vendre des choses avec justement un panier moyen très très bas, quand on va avoir des budgets pour faire plein d'autres choses et travailler une image de marque, on peut d'autant plus faire énormément de choses. Et donc effectivement, j'ai une vision de la distribution assez large de par mes expériences professionnelles avant de rejoindre l'entreprise. Et donc on a essayé d'utiliser un petit peu de tout ce qui avait été appris de par ces expériences une fois que je suis arrivée chez Jonac et que j'ai pu mettre tout ça en place. Et alors, vous arrivez en 2011 et vous êtes aujourd'hui DG associé. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'ADN de la marque aujourd'hui, mais aussi nous parler de vos fonctions? Donc, Jonac, c'est une marque familiale avant tout. C'est une marque qui a 60 ans cette année, qui a été donc fondée par mon grand-père, reprise par mon papa et plus récemment donc, par mon frère et moi. C'est une marque qui met l'humain au cœur de tout, sur laquelle on a énormément de partenariats avec nos usines depuis une trentaine d'années. On repose beaucoup de choses sur l'artisanat, sur l'authenticité, sur des productions qui sont très saines. Et puis, en parallèle de toutes ces valeurs qui sont plutôt des valeurs historiques, on va dire, tout plein de valeurs liées plutôt à la modernité, à la féminité, et puis aussi au plaisir, au bien-être, au fun, parce qu'on considère que se faire plaisir, bien se chausser, ça doit aussi être des moments agréables.
Donc aujourd'hui, ce sont toutes les valeurs qui vont faire de Jonax ce qu'elle est aujourd'hui. Des valeurs dans l'air du temps, on peut le dire. Voilà, des valeurs dans l'air du temps et qui pourtant ont été définies depuis bien longtemps chez nous. Donc ça a aussi permis à la marque d'être assez précurseur dans certaines choses parce que justement, ces valeurs pour nous, c'était des valeurs évidentes et c'est pas des valeurs qu'on a utilisées en termes de marketing parce qu'elles étaient justement à la mode. Alors Lisa, vous nous faites le plaisir d'être mentor de la thématique de l'omnicanal dans le cadre de l'édition 2024 du Salon Paris Retail Week. Pour vous, lorsqu'on parle d'omnicanal, il est avant tout question de clients unifiés. Pourquoi ? Quand on parle d'omnicanal, pour moi, on parle de commerce, déjà. Parce que si vous voulez, c'est une thématique du salon et c'est normal, mais pour moi, c'est juste l'évolution naturelle du commerce et qui doit aujourd'hui laisser la liberté aux consommateurs de savoir où et comment faire leur achat. Donc, une fois qu'on a dit ça, la seule donnée qui va être figée dans la version du commerce qui doit exister, c'est qu'un client, on doit le reconnaître partout. Il doit pouvoir faire ce qu'il veut, où il veut dans un réseau. Et donc, effectivement, quand on parle d'omnicanalité, on va souvent penser à toutes les briques qui vont être des briques de stock unifié, OMS, From Store, etc., etc. Mais avant tout, pour moi, il y a cette notion de client et d'expérience client qui va en découler, qui est de se dire, bon, il y a quelqu'un qui a acheté chez toi, peu importe de savoir où il a acheté, ce qui est important, c'est de savoir il a acheté chez toi, que ce soit sur le digital, que ce soit sur le physique, que ce soit même sur le wholesale, parce que c'est important aussi de lier ce troisième canal. Et donc de se dire, bon bah voilà, donc on a un client, il faut l'unifier au sein de ton réseau. Parce que parfois, on observe encore des marques aujourd'hui qui ne vous reconnaissent pas quand vous êtes client web ou client magasin ou qui ne sont pas capables de faire le rapprochement entre les deux. Donc pour moi, ça, c'est vraiment une des briques principales du commerce omnicanal. C'est de là que tout va partir, puisqu'ensuite, toutes les autres briques vont être faites pour contenter ce client qu'on aura identifié dans tout le réseau. Donc ça, c'est un prérequis, mais j'aimerais que vous me disiez quels sont finalement les apports, voire les bénéfices de cette stratégie. Alors, il y en a beaucoup, pour moi en tout cas. Donc, une stratégie omnicanal, ça veut dire qu'on va utiliser donc, la complémentarité de chaque canal en essayant de gommer les différences qu'il pouvait y avoir entre eux à la base. Donc, aujourd'hui, on va ajouter du physique dans le online. Par exemple, on va mettre la livraison par coursier, on va faire du SAV par WhatsApp, des choses comme ça. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va rajouter du online dans le physique, par exemple, en proposant donc, des tablettes magasins qui nous permettent de faire de l'extension de gamme, etc. Donc, les avantages, il y en a beaucoup. Déjà, donc, comme on l'a dit, on a un client unifié. Si on a un client unifié, on a une meilleure connaissance des clients, puisqu'on va cumuler toutes les informations, donc toute la data du digital, avec les informations du physique. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va avoir les ouvertures de panier, le newsletter, les fiches vues, enfin, toutes les informations en fait, qu'on peut avoir sur le digital, on va les lier aux informations du physique et ça va nous donner effectivement une base de data beaucoup plus riche. Ensuite, on va avoir une meilleure proposition pour les clients, puisque comme on connaît mieux ses clients, on est mieux capable de proposer quelque chose qui est de la valeur pour eux. Ensuite, ça va nous apporter évidemment du chiffre, du ROI, parce que dans les briques omnicanal, il y a des briques qui sont des briques extrêmement ROIstes. Donc, je pense notamment au chiffre From Store ou à la tablette, puisque donc, une fois qu'on a mis en place, un OMS qui permet d'aller prendre sur les stocks de tes magasins, etc., tu vas augmenter ta rotation de stock, tu vas pouvoir gérer tes stocks d'une meilleure manière. À partir du moment où tu as des stocks disponibles, tu vas pouvoir aller les utiliser pour n'importe quelle vente d'où qu'elle vienne. Donc forcément, il y a toute une notion de ROI par rapport à ça qui n'est pas négligeable. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle souvent les marques vont mettre en place les briques ROIstes en premier. Parce que si vous voulez, l'omnicanal, c'est quand même des investissements. Et donc, on va tâcher très souvent de mettre en place d'abord celles qui rapportent, comme les réservations ou ces briques-là qui sont assez évidentes en termes de chiffre d'affaires. Ensuite, donc justement, on parle de stock. Pour moi, ça va aussi apporter une meilleure gestion des stocks en interne. Parce que qui dit omnicanal dit rigueur. On est obligé de se challenger pour mieux gérer les flux. Pour que ça fonctionne, à partir du moment où tu as un stock unifié dans tout ton réseau, il n'est pas concevable d'avoir des écarts de stock dans les stocks de tes magasins. Puisque forcément, tu vas avoir de la déception cliente à partir du moment où tu utilises ce stock, même sur le digital. Et puis ensuite, alors je pense que vraiment, je vous donne plein de bénéfices. Il y en a peut-être d'autres, mais peut-être un dernier qui est lié aux problématiques de la RSE. Une meilleure adaptation.
simplement parce qu'une fois qu'on met en place toutes ces briques, on est capable de livrer plus près du client, on est capable de diminuer les résiduels, on est capable de produire à la demande. Tout simplement, si on va prendre sur les stocks des magasins, forcément, on peut livrer une cliente en vélo en 2 heures sur un stock qui était disponible dans un magasin plutôt que d'aller chercher le stock de l'entrepôt qui partirait dans un carton avec du colissimo, qui irait sur un centre de routage, puis ensuite être réenvoyé vers la cliente, etc. Donc, il y a quand même aussi toute cette notion de problématique RSE sur lesquelles, justement, l'omnicanal répond assez bien. Alors, Lisanne, de nombreux avantages, on vient de le voir, mais quels sont en revanche les écueils ? On a parlé des stocks, donc ça va être le fait de ne pas bien gérer son stock. Puisque si, effectivement, tu ne le gères pas bien, ça va désorganiser complètement le fonctionnement. Pourquoi ? Parce que, donc, à partir du moment où tu travailles ce stock constamment de partout, s'il y a des erreurs, forcément, potentiellement, c'est une annulation pour une commande qui aurait potentiellement été payée par la cliente. Donc là, il y a une vraie notion de frustration chez les clients, etc. Et en termes d'expérience client, c'est très mauvais. Donc ça, c'est clairement un écueil assez important. Ensuite, on peut citer les guerres internes qu'on peut avoir, en fait, à cause des problèmes d'adhésion du personnel. Donc ça demande beaucoup de formation, beaucoup d'implication de la part des directions, puisque forcément, en général, tu as des pôles retail, en fait, qui vont gérer les magasins, et puis des pôles digitaux qui, eux, vont gérer le web. Et puis là, il faut apprendre à dialoguer ensemble, à se comprendre, etc. Parce que c'est vrai que parfois, c'est un petit peu délicat quand les entreprises sont trop en silo sur ces sujets-là. Après, peut-être aussi un écueil en termes de dialogue système, puisque il y a d'énormes aspects techniques et technologiques qu'il ne faut pas mettre de côté. Donc, il faut se reposer sur des solutions expertes pour y arriver de la meilleure manière. Et puis ensuite, peut-être simplement de ne pas oublier de mettre le client au centre de tout l'écosystème. Parce qu'effectivement, quand on regarde tous ces projets, on voit souvent beaucoup de freins. Et il faut se resituer, en fait, au sein d'un client qui vit... alors moi, dans le cadre de Jonac, c'est une cliente qui, en général, qui travaille, qui n'a pas beaucoup de temps, qui a plein de choses à gérer dans sa vie. Et donc, quand on repense à tout ça, on se dit qu'il y a beaucoup d'évolutions qui vont dans le sens des clientes. Et c'est ça qu'il faut garder en tête à chaque fois qu'on met en place cette typologie de projet. Alors, ça tombe bien, Lisa, parce que j'ai une question sur l'expérience client, parce qu'on en parle beaucoup dans le retail, l'e-commerce. Vous placez le client au cœur de votre stratégie et dites d'ailleurs dans un de vos récents posts, chez Jonac, les produits qui sont les meilleurs techniquement ne sont pas forcément les plus vendus. Je voulais avoir votre retour par rapport à ça. Oui, c'est exact. Donc, le commerce est en train de changer. C'est la raison pour laquelle il est d'autant plus essentiel de proposer une vision et des valeurs aux clients et pas juste un produit. Parce qu'en fait, lui-même ne sait pas forcément ce qu'il veut. Et c'est à nous, en tant qu'entreprise, de définir ce qui va être bon pour le futur et d'essayer de pousser ces choses-là en essayant de communiquer pour lui expliquer. Donc, évidemment, nous, on crée des produits, forcément, avec le client au cœur de tout. Mais on essaye de faire en sorte que les produits qu'on lui crée lui plaisent. Après, voilà, il y a aussi toute une notion, en fait, sur laquelle la mode n'aura jamais de maîtrise, c'est que, pas savoir pourquoi, il y a parfois des baisses qui vont pas forcément être ce que toi, tu aurais prévu. Mais c'est aussi à nous, moi, je pense, au fur et à mesure du temps, d'apprendre aux clients à apprécier des produits qui ont une valeur autre que juste la valeur intrinsèque du produit, justement, avec tout ce qu'on vient de se dire en termes d'omnicanalité et en termes de RSE, parce qu'au final, c'est très lié. Pour moi, il faut simplifier la vie de nos consommateurs. Toutes les évolutions qui vont dans le sens de cette simplification de vie, elles sont bonnes à prendre. Et puis après, évidemment, il faut aussi savoir se remettre en cause pour pouvoir avancer, parce que en tant qu'entreprise, il y a des choses parfois qu'on a fait pendant des années, mais qui ne sont plus au bout du jour. Donc, il faut les modifier, etc. Mais tout en connaissant ses limites, en sachant en fait à quel moment on est dans les valeurs plus importantes de l'entreprise, celles à laquelle il ne faut jamais toucher. Parfait. Une question sur l'intelligence artificielle. Elle est au cœur de toutes les discussions. On va en parler notamment pendant le salon. Quel est votre avis sur l'IA générative ? Alors, je suis ravie justement de ces évolutions. Je ne fais pas partie des gens qui en ont peur. Je pense qu'au contraire, ça va faire monter le niveau en fait des gens qui vont savoir l'utiliser. Je pense que c'est une aide, mais ensuite, à nous de faire preuve de l'intelligence qu'il va falloir en plus pour l'utiliser correctement. Donc, chez Jonac, on l'a testé assez tôt. On s'y est mis notamment sur la génération d'images, sur du shooting, sur des choses comme ça. Et honnêtement, les équipes ont hyper vite adhéré. Ça nous permet de faire des choses qu'on mettait une semaine pour faire en 5 minutes et demie.
Donc forcément, il y a quand même d'énormes gains. Et donc, je pense qu'en tant que direction, justement, on doit énormément insister pour que les gens commencent à prendre des réflexes et commencent à comprendre que c'est pas un ennemi. Au contraire, c'est réellement une aide. Alors après, je pense encore qu'on en est au début. C'est-à-dire que j'aurais aimé voir encore plus de sociétés qui nous proposent des utilisations de l'IA et pas juste de l'utilisation de l'IA dans leur système. Je crois que le message est passé, Lisa. Ok, j'ai une toute dernière question en amont, Lisa. Moi, je dirais comment vous réussissez à prendre de la hauteur dans votre quotidien bien chargé ou grâce à qui? Je pense que je prends de la hauteur en rentrant chez moi et en retrouvant les enfants qui, mine de rien, grandissent. Et je trouve ça assez intéressant de voir, en fait, d'une génération à l'autre, les évolutions qui vont nous remonter, en fait, tout simplement. Et donc, c'est assez rigolo parce que même au sein de petits enfants qui grandissent, tu vois l'évolution du commerce telle que on peut l'apercevoir en 20 ans ou 30 ans d'écart. Et donc, je trouve que c'est une jolie source d'inspiration et que c'est le meilleur moyen de ne pas se laisser dépasser. Merci Lisa, j'ai été ravie d'échanger avec vous. Merci pour ce partage d'expérience. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Restez à l'affût car les prochains épisodes des Voix du e-commerce ne devraient pas tarder à être diffusés. Il me reste également à vous donner rendez-vous sur le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 17 au 19 septembre 2024.